Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo pour faire la correction de la séquence 4, les risques majeurs, et plus particulièrement la correction de la séance 1, qu'est-ce qu'un risque majeur? Donc rapidement, hein, l'objectif de notre séquence, de notre chapitre est former des citoyens capables de comportements adaptés aux risques dont limiter les conséquences. Donc c'est vous les futurs citoyens. Dans cette première séance, on va d'abord voir ce qu'est un risque majeur. Et on va commencer par l'activité numéro 1, l'analyse de la situation à problème. Alors, la situation à problème est composée d'un texte qu'il y a ici et d'une vidéo qui porte plus particulièrement sur la tempête Alex, je crois, qui a eu lieu aux alentours du mois d'octobre 2020 et qui a dévasté le village de Braille-sur-la-Roya. Donc c'est un court reportage de France 3 où on voit les dégâts causés par la tempête Alex dans ce village de Braille-sur-la-Roya. De toute façon, pour faire la question 1 et 2, le texte était largement suffisant et la vidéo était au fait là pour accompagner, illustrer le propos avec un exemple concret. Alors, tout d'abord, dans ce texte, il y avait plusieurs mots qui pouvaient vous poser problème. On vous parle d'épisodes méditerranéens à l'automne, c'est-à-dire en fait d'inondations, de fortes pluies, de fortes intempéries qui se reproduisent généralement à la même période à l'automne, ou ça, dans le sud-est. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'épisodes méditerranéens en lien avec la mer Méditerranée. L'autre mot qui pouvait vous poser problème, pardon, c'était le terme de pluie diluvienne qui est juste ici. Hop, hop, hop. Pluie diluvienne, ça veut dire donc une pluie en forte quantité. En fait, c'est de fortes quantités d'eau qui arrivent à un moment donné, à un moment très rapide. Ok, je ne sais pas si j'étais clair, mais de fortes quantités d'eau qui arrivent dans une ville, un village, en un laps de temps très court. Voilà ce qu'on appelle des pluies diluviennes. Les autres mots qui pouvaient vous poser problème, c'était les épisodes cévenols. Ben, c'est un petit peu la même chose que les épisodes méditerranéens, sauf que cette fois-ci, ça va plutôt toucher une région, une partie de la France qui s'appelle les Cévennes et qui se trouve plus ou moins également dans le sud-est. L'autre mot qui pouvait vous poser problème, c'était l'urbanisation ou encore l'augmentation de surface imperméable. Alors, l'urbanisation, on retrouve le mot urbain qui veut dire que l'on a un accroissement, une augmentation de la population et donc une augmentation de construction humaine. Cette augmentation de construction humaine, cet accroissement de la population à un endroit donné entraîne la création de surfaces imperméables. Les surfaces imperméables sont en fait des surfaces qui n'absorbent pas l'eau. Quand il pleut, on a un parapluie ou on porte un imperméable. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des surfaces qui ne vont pas absorber l'eau pour éviter d'être mouillées. Et bien en fait, c'est la même chose sur les surfaces au sol. Par exemple, le béton, les murs des maisons, les bétons sont des surfaces imperméables. Voilà pour les mots qui pouvaient vous poser problème dans le texte. Dans la question 1, il fallait faire une phrase pour présenter le problème de la situation. Le problème est que chaque année, les départements du Sud-Est sont touchés par les inondations. Il y a une faute ici sur ma vidéo, j'ai fait ça un peu trop rapidement, veuillez m'en excuser. Donc si vous regardez bien, on retrouve les éléments de réponse dans la partie haute du texte. Dans la question 2, il fallait compléter à l'aide de la situation, c'est-à-dire du texte précédent, le diagramme cause à effet suivant. Qu'est-ce qu'un diagramme cause à effet? Un diagramme cause à effet se présente de la façon suivante. Il se termine par un effet, l'effet final, qui dans notre cas est l'inondation, puis on va lister les différentes causes, les différents éléments responsables de notre effet final qui est, je le rappelle, dans notre cas, l'inondation.
Donc, qu'est-ce qui explique qu'il y a de plus en plus d'inondations mortelles avec de lourds dégâts dans le sud-est et de manière générale en France? Premièrement, pour qu'il y ait une inondation, il faut qu'il y ait des fortes quantités de pluie, c'est-à-dire des pluies diluviennes. Donc, peu importe l'ordre dans lequel vous avez mis les mots lorsque vous avez fait votre exercice, l'ordre importe peu. Par contre, il fallait qu'il y ait des causes, on va dire, différentes. Donc, il fallait que dans un encadré, on retrouve la notion de forte quantité d'eau. Donc, soit on pouvait mettre pluie diluvienne, soit on pouvait mettre forte quantité d'eau, forte intempérie, les quantités d'eau sont tombées sont de plus en plus importantes. Bref, tout ce qui dans le texte ici faisait référence, c'est une grande quantité d'eau. Néanmoins, cela ne suffit pas. L'élément qui est également responsable de ces inondations en hausse, c'est le réchauffement climatique. On pouvait également parler de hausse des températures. Pourquoi? Car le réchauffement climatique va au fait espacer les précipitations, va espacer les pluies. Au lieu d'avoir des pluies récurrentes, une fois par semaine, une fois toutes 2 semaines, peu importe, le réchauffement climatique, les hausses des températures vont espacer ces différentes pluies. Le problème, c'est que vous connaissez le cercle de l'eau. Hein. L'eau qui est emmagasinée dans les nuages, dans l'atmosphère en haute hauteur, va bien devoir à un moment donné redescendre. Le problème, c'est que ces nuages qui stagnent, qui restent dans l'atmosphère, vont être beaucoup plus chargés et lorsqu'il va pleuvoir, en fait, on va avoir de plus grandes quantités d'eau. Au lieu d'avoir des pluies espacées de petites quantités, on va avoir une forte pluie à un moment donné, ce qui va du coup accentuer le phénomène de pluie diluvienne. Et enfin, le dernier élément qui est responsable d'une inondation, c'est l'urbanisation ou l'augmentation des surfaces imperméables. Vous comprenez bien que si dans une région, dans une ville, par exemple, dans un village, on a de fortes quantités de béton, peu de terre, on va donc avoir l'eau qui va s'emmagasiner, s'accumuler, et en fonction de où on se situe dans le village, dans la ville, eh bien, on va se retrouver avec cet afflux d'eau qui n'est pas géré par le système des égouts, qui n'est pas absorbé par le sol, car les surfaces sont imperméables. Donc ça, c'était les causes à relever de la hausse des inondations dans le texte précédent. Dans l'activité 2, qui porte plus particulièrement sur le risque majeur, dans un premier temps, il fallait surligner la définition générale d'un risque. C'est ce que j'ai mis moi en jaune sur mon schéma ici. Donc un risque, c'est quoi? C'est la probabilité d'apparition d'un événement pouvant entraîner un dommage humain et ou matériel. Avant de répondre à la question 5, on va s'intéresser un petit peu à la courbe de Farmer que nous avons ici dans le document numéro 1. Hop, hop, hop. Alors, ça, on va faire ça. OK. OK. La courbe de Farmer, elle vous présente 3 familles de risques. Des risques qui sont dits courants, des risques qui sont dits moyens et des risques qui sont dits majeurs, qui, je vous le répète, ces risques majeurs, c'est en fait le titre de notre nouvelle séquence. Donc, les risques courants, ils se trouvent dans cette partie de la courbe de Farmer, c'est-à-dire qu'ils ont une fréquence élevée et une gravité faible. En ordonnée, on a la fréquence, en abscisse, on a la gravité. Les risques courants ont une fréquence élevée et une gravité faible. Et ils sont maîtrisés. Ils arrivent, c'est quelque chose qui arrive très souvent, mais qui va occasionner de très faibles dégâts humains ou matériels. C'est un risque qui est donc maîtrisé. On le maîtrise, on est capable de limiter les conséquences de ce risque. Vient ensuite le risque moyen, qui, comme son nom l'indique, se trouve entre les deux, c'est-à-dire qu'il va avoir une fréquence qui est moyenne et une gravité qui est moyenne. On dit que son traitement est satisfaisant, il est acceptable, ce risque. C'est-à-dire qu'il va avoir des conséquences pas suffisamment faibles ni suffisamment fortes pour être considéré comme inacceptable. Et enfin, on a les risques majeurs qui, eux, ont une fréquence faible. Regardez, la courbe,
à une ordonnée qui est faible et une abscisse qui est élevée. On a donc une fréquence faible et une gravité élevée. Par exemple, les inondations, par exemple les tsunamis, les tremblements de terre, tous ces événements ont lieu peu de fois sur une année, sur 2 ans, 5 ans, mais lorsqu'ils arrivent, ils vont causer de forts dégâts. C'est ce qu'on appelle un risque majeur. Un risque majeur est un événement qui a une probabilité d'apparition qui est faible et qui occasionne des dégâts humains et matériels élevés. Ok, donc pour la question numéro 5, il fallait relever dans le texte, dans le document 1, donc celui-ci, les 2 critères à partir desquels la courbe de Farmer classe les risques. Donc c'est bien ce que je vous ai démontré pendant que je parlais. La courbe de Farmer classe les risques en 3 familles en fonction de leur fréquence et de leur gravité. Pour la question 6, il fallait nommer pour chaque illustration du document 2 l'élément qui justifie l'existence d'un risque majeur. En fait, il fallait compléter les pointillés qui étaient présents sur les illustrations de droite. Alors, le risque majeur, c'est la possibilité qu'un événement d'origine naturelle ou anthropique ça veut dire lié à l'homme, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Donc, un événement qui se produit rarement, mais qui, lorsqu'il se produit de forts dégâts humains et matériels, et cela entraîne un dépassement des capacités de réaction d'une société, d'une ville, d'un village, etc. Un risque majeur est lié à la présence de 2 facteurs, c'est ce qui est écrit ici, l'aléa et la présence d'enjeux. L'aléa, si vous faites le lien avec des mots que vous connaissez, ça ressemble à aléatoire. Donc, l'aléa, si vous voulez, c'est au fait l'événement aléatoire, l'événement qui va venir perturber la situation, c'est ce qui représente la menace. C'est ce qui correspondait à notre image numéro 1. Ok? Le poids lourd qui transporte des matières dangereuses, c'est l'aléa. C'est la menace, le danger qui plane sur la ville. L'enjeu, la présence d'enjeu, c'est au fait les habitants, les biens matériels qui peuvent être affectés par ce danger. Donc, un aléa plus un enjeu égale un risque majeur. Ok, il est important de comprendre que pour qu'il y ait un risque majeur, il faut forcément la présence d'un aléa, c'est-à-dire d'une menace importante pour la société, et d'enjeux, c'est-à-dire de vie humaine, de matériel pouvant être dégradé par cette menace, par cet aléa. Les deux donnent un risque majeur. Ok. Dans le document 3, c'est donc les pictogrammes d'identification des risques majeurs. Pictogramme, ça a la même racine grecque que picture. Dessin, ça ressemble un petit peu à image. Un pictogramme, c'est quoi? C'est une image qui va informer les personnes. Donc là, vous avez dans ce document, premièrement, les 2 types de familles de risques majeurs. On a des risques majeurs qui sont dits technologiques, donc liés à l'activité humaine, et des risques majeurs d'origine naturelle qui, eux, ne sont pas directement liés à l'homme, qui sont plutôt d'ailleurs d'origine naturelle. Alors, dans les risques majeurs technologiques, on va retrouver le risque d'activité industrielle avec tout ce qui est explosion, incendie, gaz toxique, le risque nucléaire, et je vous rappelle que la grande majorité de l'électricité produite en France provient du nucléaire. On va donc casser des molécules, casser des atomes, on va utiliser des produits radioactifs pour produire de grandes quantités d'énergie. Le risque de transport de matières dangereuses qu'on a un petit peu abordé avec le camion dans le document précédent, le risque de rupture de barrage ou encore le risque minier. Le risque minier, c'est-à-dire le risque qu'une mine de charbon explose, s'effondre à cause d'un dégagement de gaz inflammable ou explosif, par exemple. Et enfin, on a les risques d'origine naturelle que l'on retrouve ici, avec les tremblements de terre ou séismes, les inondations. L'avalanche, c'est une forte chute de neige pouvant entraîner, du coup, qui va pouvoir entraîner ça va pouvoir ensevelir, pardon, un village, une ville, plutôt un village, des petits villages, des petites maisons qui sont isolées dans les montagnes peuvent être ensevelies par les avalanches.
Le cyclone, donc, c'est de fortes tempêtes avec des vents qui sont plutôt tourbillonnants. C'est pas comme une tornade. Une tornade, on va effectivement avoir des vents tourbillonnants qui est dû à la présence de vents chauds, de vents froids, etc. Mais la tornade, on va vraiment avoir la forme de tourbillon, hein, visible en face de nous. Alors que le cyclone, on ne va pas voir directement ces vents circulaires. On va pouvoir les voir si on a une vue de satellite. C'est vraiment les satellites qu'on est en hauteur, comme on voit quelquefois lors des bulletins météo, on va pouvoir voir que c'est des vents tourbillonnants. Mais je veux dire, si vous êtes pris dans un cyclone, on ne le voit pas vraiment. J'espère que j'ai été clair. Le cyclone, plus on s'éloigne du centre du cyclone, plus les vents vont baisser en puissance. C'est pour ça qu'on parle de l'œil du cyclone, c'est l'endroit où les vents sont les plus violents pour le cyclone. Les tempêtes, c'est également des vents violents, mais un peu moins forts que le cyclone. Les raz-de-marée, tsunamis, donc la grande vague, glissement de terrain, comme son nom l'indique, les risques de feux de forêt et enfin, les risques d'éruption volcanique. Pour la dernière question de cette séance, vous deviez classer les différentes situations du tableau en deux familles. Premièrement, il fallait me dire si c'était un risque majeur. Si c'était un risque majeur, il fallait me dire s'il était naturel ou technologique. Et enfin, vous pouvez également classer la situation, dans le cas où ce n'est pas un risque majeur. Alors, séisme au niveau d'une métropole. Une métropole, c'est une ville où on va avoir beaucoup d'habitants. Par exemple, Paris est une métropole, Marseille, Lyon, Bordeaux sont des métropoles. On va avoir beaucoup d'habitants, un pôle économique, un pôle culturel, etc., etc. Donc, le séisme, c'est bien un tremblement de terre, c'est naturel. Explosion d'une usine de produits chimiques, c'est technologique. Un ouragan en plein air, ce n'est pas un risque majeur. Je vous rappelle que pour qu'il y ait un risque majeur, on a besoin de deux éléments. L'aléa, là, on a l'ouragan. L'ouragan, c'est bien aléa. Mais le fait qu'il soit en pleine mer fait qu'il n'y a pas d'enjeu. Si on supprime un de ces éléments, on n'a pas de risque majeur. Donc pour ouragan, il fallait cocher n'est pas un risque majeur. L'avalanche sur une commune en montagne, c'est un risque naturel. L'accident dans une centrale nucléaire, c'est un risque technologique. La tornade, c'est naturel. Et l'incendie dans une maison était le deuxième piège de cet exercice, puisque ce n'est pas un risque majeur. On a un aléa, une menace, l'incendie. Néanmoins, même s'il y a des vies qui sont en jeu lorsqu'une maison brûle, le fait que cette maison brûle ne dépasse pas les capacités de réaction de la société. Ça reste quand même un risque qui est acceptable, un petit peu maîtrisable. Il y a des pompiers qui vont pouvoir intervenir, mais un incendie à l'échelle d'une maison n'est pas considéré comme un risque majeur puisqu'il n'y a pas suffisamment de humains, pas suffisamment de personnes qui ont leur vie mise en jeu et pas suffisamment de biens pouvant être détruits, même si bien évidemment une vie humaine reste une vie humaine. Et enfin, les inondations à Paris sont considérées comme des risques majeurs naturels. Voilà pour la correction de la séance 1. Qu'est-ce qu'un risque majeur? Dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir la correction de la séance 2, prévenir les risques majeurs.